C'est si peu viril, mais le café vanille, c'est si bon. Bien le bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai l'impression, ça fait 1 million d'années que j'ai pas fait de débrief de mes lectures, que j'ai pas fait d'update lecture, c'est bizarre. J'espère que vous êtes toutes et tous très bien. On est parti pour checker toutes mes récentes lectures. Et c'est un mois qui est globalement semi-bien et bon. Parce que autant j'ai lu des trucs, genre, on va parler de la fin de Walking Dead. Je vais pas en parler parce qu'il y a une vidéo qui arrive dessus, évidemment, mais il y a la fin de Walking Dead. Pour commencer, on va aller chez Urban avec l'intégrale numéro 3 de la série American Vampire. C'est une série que j'adorais quand j'ai lu la première intégrale. Je vous rappelle très rapidement de l'histoire. En gros, on va suivre l'arrivée des vampires aux États-Unis parce que la légende des vampires vient de Roumanie. Et on va voir comment, selon Snyder notamment, les vampires sont arrivés aux États-Unis et comment une nouvelle race de vampires est née. Dans la première intégrale, c'était trop bien. On suivait un mec qui s'appelle Skinner Sweet, qui était en fait le tout premier vampire américain. Qui globalement a muté et a d'autres propriétés que les vampires de Roumanie n'ont pas, notamment il craint pas le soleil. Donc c'était à l'époque du Far West, on l'a vu évoluer jusqu'à la guerre de sécession, toute cette période-là, c'était vraiment trop cool. L'intégrale numéro 2, il y a un petit switch qui s'est effectué parce que Skinner Sweet est parti et c'est un nouveau personnage qui a pris le relais, j'oublie son nom à chaque fois, ça me dégoûte. Avec elle, on est plus dans les années 20, 30, 40 je crois. Donc elle est actrice et elle se fait vampiriser. Et puis dans cette troisième intégrale, qui m'a beaucoup déçu, ça va peut-être pas parler à beaucoup d'entre vous parce que je vois personne lire cette série, en vrai c'est un peu dommage parce que c'est une bonne série objectivement. J'ai beaucoup de déceptions sur cette série. Pourquoi? Alors déjà, premier truc, et je précise tout de suite que vous pourrez retrouver mes réactions dans les notes de lecture qui sont disponibles dans la description parce que j'étais très réactif sur, sur cette intégrale. J'étais ultra bouillant pour cette intégrale parce que premier épisode, on nous importe un nouveau personnage qui est mec... J'ai jamais vu une création de personnage aussi efficace. En 3 pages, son histoire elle est passionnante, je suis ultra investi pour lui, et le mec il pue la classe. Genre vraiment. Et plus je lisais, et en fait il y est plus le personnage. Genre Snyder il nous a créé un personnage ultra cool, qui n'est là que 2 épisodes dans l'intégrale, le tout premier et le tout dernier. Donc je vous avoue pour ça j'avais ultra le seum, parce qu'en fait j'étais motivé à lire l'intégrale pour ce personnage, qui n'apparaît plus ensuite. Donc le seum. Je vous le montre rapidement, en plus d'être un personnage ultra cool, il est mis dans des histoires et dans des scènes d'action qui sont juste ultra dynamiques, ultra intéressantes, et j'avais vraiment le seum quoi, genre vraiment. Du coup après ça, on retrouve Pearl, qui continue à faire sa vie, et qui vraisemblablement quitte la série dans cette intégrale-là, vis-à-vis de tout ce qui lui arrive. Il y a eu des choses vraiment très intéressantes aussi, mais qui n'ont juste pas été bien exploitées je trouve. Genre Dracula, quand on te parle de série avec des vampires, tu t'attends à ce qu'il y ait au moins une petite ref à Dracula à un moment. Et si tu veux, dans cette histoire, dans ce monde, t'as une agence, une organisation, une société secrète qui s'appelle les Vassaux de Vénus, qui sont des chasseurs de vampires, globalement. Ils ont un QG au Royaume-Uni, et dans leur QG, en gros, ils ont enfermé Dracula. Tu te dis, putain, ça peut être le plus gros antagoniste de toute la série. En fait, non. Genre, ils en font rien. L'histoire en elle-même est intéressante, si tu veux, mais c'était beaucoup d'occasions manquées, j'ai trouvé, c'était très frustrant. Je vais vite fait checker mes notes de lecture, si j'ai rien oublié. J'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai lu, et quand je relis mes notes de lecture, le début de ce que je note, montre clairement que j'en avais plein le cul de la série. J'ai noté notamment, l'intégrale 2 a clairement tué la motivation que j'avais, quasiment seulement avec l'arc du 3ème Reich, qui était vraiment terrible cet arc. Et j'attends beaucoup de cette 3ème intégrale. Dommage mon gars. Et visiblement c'est encore un gimmick avec les éditions d'Urban. Ils te mettent un sommaire au début, avec en mode, à partir de telle page c'est tel arc, sauf qu'en fait t'as pas de numéro de page. Donc à part compter les pages, tu sais juste pas où aller. C'est très con. Mais c'était vraiment, c'était le rendez-vous des occasions manquées. L'histoire est sympa, c'est cool d'avoir une vision alternative sur l'existence des vampires. Et au final, en fait, je retiens que ça, c'est dommage. Je vais rapidement vous lire le bilan que j'ai noté. Il y a beaucoup de choses à dire, les arcs sont quand même très inégaux. Il y a du très bon et du très passable. Et tu te rappelles vraiment beaucoup que du très passable. Ouais. Je suis un peu mitigé. La série est super, vraiment. La première intégrale, elle est ouf. Mais... il manque un truc. Moi j'avoue que personnellement j'ai plus tendance à retenir les trucs passables. Team pessimiste, yes. Ah, ça m'a remonté dans les narines. Deuxième lecture, on reste chez Urban avec Messieurs Dames du Batman ce mois-ci. J'essaye de me faire au moins un truc de Batman tous les mois pour un peu pas rattraper le retard, enfin en vrai si. Juste parce que j'ai plein de trucs de Batman que je n'ai pas lu, j'aimerais bien un peu accélérer. Joker War tome 2, qu'est-ce que ça dit le tome 2 là? Et le tome 2, grande surprise, c'est la suite du tome 1. Non je dis ça parce que là je suis en train de lire le tome 3 en ce moment, et même si c'est la suite... tu pourrais prendre le tome quasi comme ça, tu verrais pas de différence, tu vois. Donc c'est la suite directe de l'histoire du tome 1, avec tout cet arc sur le Joker. Je crois que j'ai pas spécialement parlé de l'histoire, de ce que le Joker faisait dans cette série. Donc le Joker a une nouvelle Harley Quinn qui s'appelle Punchline, et pour résumer, il dépouille Bruce Wayne, et le Joker devient milliardaire.
ça repart. Il va juste utiliser la fortune pour juste détruire Batman, tout simplement. Je commence par noter que ce tome-là, il commence avec l'épisode spécial 80 ans, je crois, qui porte sur Punchline, pour présenter le personnage. Et sachant que le perso de Punchline, tu l'as dans le tome 1, et elle est très effacée au final, dans le tome 2, dans les épisodes de Batman, elle est vachement plus présente. Et d'avoir cet épisode de début, franchement c'est bien, parce que tu te sens plus investi, déjà tu sais qui c'est, tu sais pourquoi elle est devenue comme ça, un truc que tu ne sais pas dans le tome 1, et ça aide à être un peu plus investi, en vrai. Vis-à-vis de ce qui s'est passé avant Joker War, il y a toujours cette dynamique avec Batman qui est un peu hantée par cette idée-là, qui essaye de vivre avec, mais qui juste n'y arrive pas. Je suis en train de lire mes notes à la fin, j'ai ragé de ouf. On va parler après de la fin. J'avoue que ce tome, il fait beaucoup moins blockbuster que le premier tome où il y a des... Vraiment, tu regardes un Fast and Furious. Là, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus dans le combat que dans les grosses scènes d'explosion. Il y a certaines scènes que j'ai adorées, il y a notamment le fameux combat Punchline Harley Quinn que tout le monde attend, autour de leur lien avec le Joker. T'as la dynamique classique de Harley Quinn qui essaye de raisonner Punchline, et puis elle se la met. Le combat était super cool d'ailleurs. Ce qui est un truc un peu surprenant parce que Punchline au final tu la connais pas, et tu te dis pas qu'elle est aussi douée que ça en combat. Punchline en fait c'est un peu étrange parce que je trouve que elle a beaucoup d'incidence sans vraiment qu'elle soit présente. Notamment vis-à-vis de Fox, il lui arrive un truc à cause de Punchline, mais Punchline, elle est pas si... c'est vraiment compliqué à dire. Elle est pas si impactante que ça, mais c'est ce qu'elle fait qui est impactant. Genre, tu remarques pas spécialement qu'elle est là, par contre, quand elle fait un truc, tu le vois. Peut-être que ça vient du chara-design qui est pas spécialement marquant, peut-être que ça vient de sa personnalité qui est pas assez affûtée, je sais pas. T'as un peu un décalage entre ces trucs-là. C'est compliqué parce que le truc qui m'a vraiment... que j'ai vraiment remarqué, qui était vraiment bien dans le tome, je peux pas vous en parler parce que c'est le spoil de ce qui se passe avant Joker War. Tout l'aspect psychologique par rapport à ce que Bruce vit, c'est super. Parce que pour une fois, t'as un Bruce qui est ouvert et qui en parle, qui est pas là à enfouir. Parce que là, tu sens qu'il a déjà tellement de trucs enfouis que c'est trop. C'est juste trop, faut que ça sorte. Ah oui, aussi, à la fin de ce tome-là, il y a des tie-in. Là aussi, il y a des trucs, on s'en fiche un peu. Il y a un personnage qui est incorporé dans la série, j'en ai absolument rien à foutre. C'est Clown Hunter. En fait, c'est un gamin qui se déguise et qui va tuer des sbires du Joker dans la rue. Tu sens que James Tynion Forth, il essaye de faire un truc à la Robin. En mode Batman va essayer de le raisonner. Tu vois, ce rapport paternel un peu. Je m'en fous en vrai du personnage. Donc c'est la fin de l'arc avec le Joker. Donc le Joker s'en va à la fin de ce tome-là. Le classico, le Joker s'est enfui, tout ça, tout ça. Mais il faut qu'on parle d'un truc. Les fins d'arc dans Batman, c'est toujours... Oh mince, il est parti. Et là, c'est le pire truc. Parce que, messieurs, dames, on va parler. T'as le grand combat à la fin de Batman, Joker, et t'as Harley Quinn qui intervient. La situation se termine dans une grosse explosion, on sait pas ce qui se passe. Tu tournes la page, t'as Harley qui est à l'hôpital, qui se réveille dans son lit, et t'as Batman qui est à son chevet et qui lui résume la situation. T'as le classico, ouais, le Joker s'est enfui, parce qu'en fait, il était pris au piège, mais en fait, il avait réussi à partir. Bon, certes, on est habitué. Mais alors, mec, il y a une ligne de dialogue, j'ai eu envie de tout péter quand je l'ai lu. Écoute bien, mec, hein. Et je vous lis exactement ce que j'ai mis dans mes notes, ok? Voici le dialogue qui me donne envie de fracasser ma table avec mon Mac et ma tasse de thé, tout en même temps. Donc c'est Batman qui dit, il a fui, mais je lui ai appris une leçon cruciale. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est le Joker! Qu'est-ce que... T'es pas professeur? Je lui ai appris une leçon cruciale, il vient de dire ça! Je l'ai fâché, hein, mais il saura que faut pas faire ça. Et en genre, c'est quoi ce dialogue, là? Vraiment, ça m'a foutu en colère. J'étais en mode, mais c'est n'importe quoi, ces dialogues. J'ai pété un plomb en lisant ça. J'ai lu cette phrase, mon pote, j'étais stoïque, je comprenais pas ce que je venais de lire. J'étais en mode, ils ont vraiment... mis ça. Je trouve ça incroyable. Bon, au-delà de ça, sachant que j'ai pas lu Rebirth, la saga Joker War était plutôt cool. Là, comme je vous dis, je m'attaque au tome 3. Le tome 3 qui, je pense, va être un peu, pas oubliable, mais qui va pas être déterminant. Simplement, il y a un nouveau méchant. Un énième méchant, j'imagine qu'à la fin la situation va se résoudre. Je suis juste curieux de savoir ce sur quoi ça va enchaîner, parce que après ça a été Future State, je sais pas après où la série Batman va nous emmener, donc écoutez, on verra bien. Après renseignement, la suite de Joker War, c'est Infinite Frontier qui vient d'être annoncée par Urban cette semaine. J'ai pas noté, mais les dessins sont quand même très plaisants, la plupart du temps c'est du Jorge Jiménez, et c'est toujours un plaisir de regarder ce qu'il fait. C'est un style très coloré, là je vous montre quelques pages, notamment on voit Clown Hunter sur une des pages là, c'est un style très coloré, et puis t'as notamment des scènes comme ça, où c'est juste trop beau quoi. Genre vraiment. Donc est-ce que je vous recommande la saga? En vrai, de toute façon si vous aimez Batman, vous l'avez déjà lu, vous attendez pas mon avis. Sachant que j'ai tendance à privilégier la qualité à la quantité pour Batman, ce qui est un truc que DC ne fait pas visiblement. Je pense que c'est un truc assez qualitatif. C'est peut-être pas le meilleur truc, c'était sympa. C'était vraiment sympa. Messieurs, dames, il est temps de parler de l'actualité, enfin, l'actualité qui commence à être passée maintenant.
Je n'ai pas lu Absolute Carnage, pas encore. On va parler de ce qui se passe juste avant, des tomes 3 et 4 de la série Venom, et on va surtout pouvoir parler de la continuité de ce qu'il faut lire avant de lire Absolute Carnage. Est-ce que le tome 3 et 4 sont nécessaires? Je vais vous donner mon avis. Donc techniquement, là, à l'heure où sort cette vidéo, vous avez 4 tomes de la série Venom. Si vous avez l'Absolute, il y a l'Absolute Absolute Carnage, et si vous n'avez pas pris l'Absolute, il y a un tome Absolute Carnage et un tome 5. De la série Venom. Les 2 premiers tomes sont absolument nécessaires parce que bah, c'est juste la série Venom, c'est vraiment le début de l'histoire. Et j'ai vu des gens dire faut s'arrêter là et t'enchaînes direct Absolute Carnage. Je suis pas d'accord. Je pense que quand même le tome 3 est nécessaire parce qu'en fait c'est le tome qui va te sortir de la série Venom et qui va t'emmener dans Absolute Carnage. Parce que quand même dans ce tome 3 il y a le retour de Cletus Cassidy qui est quand même un peu important parce que c'est l'autre de Carnage. Il y a son retour parce que le personnage a disparu. Alors j'avoue que je sais même pas comment il avait disparu dans les pages de quoi, j'ai pas du tout suivi la continuité avant. Tout n'est pas nécessaire dans ce tome. Mais je pense qu'il faut le lire quand même. Alors par contre, le tome 4, zéro. Oubliez le tome 4, il ne sert à rien, parce que l'intégralité du tome 4 se passe dans l'event War of the Realms, qui n'a rien à voir. Si tu prends techniquement l'histoire, tu te retrouves à la fin du tome 2 de la série Venom, mais juste ça ne parle pas de Venom. Ça parle de la guerre avec Asgard, les elfes noirs. Donc la publication, elle est un peu étonnante d'avoir mis un tome 4, si tu veux, ils avaient pas trop le choix de mettre un tome 4, c'est parce que c'est la suite. C'est la suite de la série, mais ce n'est pas la suite de l'histoire. C'est un peu bizarre comme concept. Au début, je vois ça, je suis en mode merde. Je l'ai quand même lu parce que je me suis dit, j'ai le tome, donc autant le lire. J'ai ragé, hein. Ouh là là. Pour parler rapidement du tome 3, il est composé quasiment que de tie-in, il me semble, c'est que des one-shots, qui globalement servent à te placer Absolute Carnage et toute la mythologie que Donny Cates a créée dans toute la timeline de Venom. Donc typiquement là dans le tout premier épisode c'est le Web of Venom. Bah tu vas te retrouver à l'époque, alors j'avoue que je connais pas trop en timeline, à l'époque d'Agent Venom, ou en tout cas à l'époque où t'as le Shield qui s'intéresse à créer des soldats à base de symbiotes, et en fait t'as déjà des signes avant-coureurs de ce qui s'est passé dans la série Venom avec les symbiotes qui ont la spirale rouge, ces trucs là. Et en fait c'est beaucoup ça, il te replace la mythologie de Donny Cates un peu partout. Comme c'est une compilation, t'as beaucoup de scénaristes, t'as beaucoup de dessinateurs, les planches, t'as un peu tous les styles qui se succèdent, comme notamment je vous le disais au tout début où t'as encore Nick Fury qui était blanc, c'est pour dire, et t'as le fameux dragon là, la grosse bête qui vole. Donc pour toute la mythologie, tout le background, je trouve quand même que c'est assez intéressant. Il y a des planches qui sont très cool. Il y a des histoires, tu ne comprends pas. C'est aussi le problème. Notamment un épisode, je l'ai lu, mais alors putain, c'était une douleur. Le Web of Venom, Venom Unleashed, parce que je crois que ça se mêle avec un autre truc de Venom. Voilà, ça se mêle avec Venom Mortal Protection. Et juste, tu tombes en plein milieu de l'histoire. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que c'est assez intéressant et qu'il faut le lire. Je pense. Après, est-ce que c'est absolument nécessaire? Non. Mais si tu veux être à l'aise en lisant l'event, je pense qu'il faut le lire. Putain, c'est déjà froid. Bon, il nous reste encore 3 bouquins VF dont il faut qu'on parle, et notamment une lecture d'Ardeville, dont je vous ai parlé la semaine dernière dans les achats, mais pas dans le même format. D'Ardeville sous l'aile du diable, que là du coup j'ai en version 200%, et qui est aussi là en version select. Parce qu'en fait de base je l'ai pris comme ça, et en fait j'ai fait le kikou, je me suis dit, putain la couverture elle est quand même belle quoi, et j'étais en mode je la voudrais bien. Et du coup je l'ai acheté en select parce que je l'ai trouvé à pas cher. Là ces deux trucs là c'est exactement la même chose, sachant que ça va être édité en must-have. Donc si vous voulez attendre, vous pouvez attendre. Donc sous l'aile du diable, c'est les épisodes de Kevin Smith et de Joey Quesada, donc qui précèdent les épisodes de Bendis. On m'a dit de le lire avant de lire le Bendis parce qu'il se passe un truc de ouf dedans qui affecte quand même pas mal le personnage. Ce qui est vrai. C'était des épisodes super intéressants déjà, c'est les premiers... Ah bah j'ai retrouvé mon marque-page, yes. C'est les premiers épisodes de Daredevil que je lis. Et je vous avoue que déjà le style de Quesada m'a un peu surpris parce que je m'attendais à des trucs, tout ce que je connais à peu près de Daredevil, c'est des trucs très sombres. Et là, t'as des épisodes vraiment plein de couleurs, très ronds, c'est un style très cartoony auquel tu t'attends pas forcément. Mais j'avoue que dès le début, quand j'ai lu les premières pages, j'étais dedans, à fond. Parce que le dessin de Quesada, il est ultra immersif. Quand Matt Murdock va ressentir des battements de cœur, ils vont être superposés sur tes cases de dessin, donc tu sens le battement avec lui, quoi. Et t'as aussi un truc que j'ai beaucoup apprécié dans chaque épisode, parce que t'en as un dans chaque. Tu vois quand même la présence de Kevin Smith là-dessus. En fait, il te fait un espèce de générique dans chaque épisode. T'as la présentation de l'épisode et des scénaristes, des dessinateurs, qui est inclus dans les cases de dessin. Et en fait, c'est vraiment dans tout le cheminement de l'histoire. C'est pas un truc qui est séparé, qui est fait pour être un générique bateau ou quoi, c'est la suite de l'histoire où le générique est inclus dedans. Et je trouve ça vraiment ouf. En plus, t'as un pari gagné dès le début parce que vous savez que j'adore les histoires bibliques. Il y a le côté chrétien très fortement croyant de Matt Murdock. L'histoire porte sur une histoire biblique. On suit une femme qui va aller voir Matt Murdock avec un bébé en lui disant que les anges lui ont révélé que Matt Murdock était Daredevil et qu'en fait, il fallait lui confier cet enfant qui est l'Antéchrist. Tu te dis wow, genre wow, t'as trop de trucs qui tombent d'un coup, tu vois. Il y a vraiment un très bon rythme.
T'as beaucoup de personnages qui se succèdent quand même, parce que tu t'attends pas... En fait, le méchant qui se révèle à la fin, tu l'attends pas. Enfin, moi, je l'attendais pas du tout. Les planches, mon dieu, t'as des planches. Alors, je peux pas vous les montrer parce que ce serait du spoil, en tout cas pour le tome 2. Mais t'as des planches qui sont vraiment magnifiques. Je parle de ce genre de planches que je trouve vraiment incroyable. Alors, il y a un côté qui est développé dans ces épisodes qui, moi, m'a pas saoulé, mais j'étais en mode, je m'en fiche. C'est tout le côté relation amoureuse et vraiment le côté intime à Matt Murdock, parce que ça parle de toutes ses conquêtes, en fait. T'as notamment Black Widow qui est présente, qui est son ex. C'est vraiment l'ex qui est devenu sa pote, à qui il se confie. Et il parle de Typhoid Mary, il parle de Karen Page, il parle de sa relation avec Black Widow aussi. Ok, j'attendais pas ça, c'est un développement un peu intéressant, même si c'est pas forcément ce que je recherche en lisant du Daredevil. T'as un petit résumé au début du background avec, tu vois, quand je te parle du côté cinématographique, t'as un casting. Donc c'est vraiment des très très bons épisodes, c'est vachement intéressant, c'est super joli, ça coche toutes les cases, c'est vraiment du très bon. Alors j'avoue que je sais pas si je garde les 2 éditions, parce qu'au final, ce format-là, je le prenais au boulot pour aller le lire, et c'est quand même un peu plus pratique que du Select pour lire, en tout cas j'avais pas envie d'abîmer ce format-là. Donc j'avoue que je sais pas si je garde les 2 ou si j'en revends une, enfin je sais pas encore, je me déciderai, je ne sais pas. Oh putain, là par contre, on va parler de la grosse déception de ce mois-ci. Un truc, pourtant j'étais ultra motivé, hein. Mais alors, je me suis fait chier, mec. Et désolé d'avance si vous aimez ces épisodes, hein, vraiment, mais je me suis fait chier. Ça va, vous? Le Punisher de Garcenis, parlons-en. Quand je l'ai mis en story, que j'allais le lire, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages en mode « Waouh, c'était trop bien. Oh, cet arc-là, c'était vraiment du génie. Cet arc-là, c'était le feu et tout. » Je suis en mode « Ok, on va voir. » Et je l'ai lu. Désolé, mais on va être en désaccord, hein. Je me suis fait chier tout le long. Il y a 5 arcs dans ce bouquin. Le premier arc était assez cool, en vrai, c'était au Vietnam. Tu vois Frank Castle avant qu'il soit Punisher, et comment déjà t'as un boulon qui saute dans sa tête. Il est en mode, je vais juste tous les fracasser. Tu vois les prémices du Punisher, quand même, de comment il est prêt à aller loin. Maintenant, le reste, je suis désolé, je me suis fait chier tout le long. J'ai trouvé ça naze, vraiment. Déjà, par défaut, Punisher, c'est quand même beaucoup d'histoires de mafia. Ce qui, en soi, me rebute pas spécialement, mais c'est pas non plus un thème qui m'attire beaucoup. Et les quelques histoires de mafia qu'il y a eu, je trouvais ça vraiment pas ouf. Je pense aussi pas mal que le format Icon s'y a fait, en mode juste, c'est pas un format qui est fait pour moi, c'est pas très bien imprimé. Et même si le rapport quantité-prix, il est imbattable, bah, j'ai pas passé un bon moment en le lisant. J'ai toujours ce format qui était là en mode, putain, on dirait les formats Carrefour à 3€. Maintenant, je vais pas vous mentir que ça aurait même pu être en deluxe, ça aurait pas changé grand chose. Les axes de scénario pris, tu vois, les histoires en elles-mêmes, j'ai vraiment pas trouvé ça intéressant. Je cherchais un Punisher extrêmement violent, extrêmement sombre, qu'on ne donne pas spécialement dans ces épisodes-là. Du coup, on m'a conseillé aussi d'autres runs que j'irai peut-être voir. Je vous avoue que ça m'a bien saoulé, hein, de lire ces épisodes, donc peut-être un peu après. En plus, tu vois, je viens de me souvenir, ça s'est un peu décollé au milieu, genre vraiment, le format, non. Ça va être compliqué pour moi de faire la part des choses. Et ouais, c'était vraiment une énorme déception. J'avais pas spécialement beaucoup d'attentes, en tout cas, à part le starter pack du Punisher, un truc très violent, très noir, très gore, très bourrin, que je n'ai pas trouvé. En tout cas, j'ai pas trouvé au niveau que je cherchais. C'était juste une grosse déception, je suis désolé. Je pourrais pas l'expliquer plus que j'ai pas trouvé le Punisher que je cherchais, et les histoires dans lesquelles il était inclus m'ont pas intéressé. Dernière série VF, messieurs, dames, et là, la petite larme. Hein. La petite larme. J'ai enfin terminé Walking Dead. 2 ans et demi et 16 tomes après, ça y est, c'est fini. Quand tu lis une série de l'envergure de Walking Dead, tu peux t'attendre à avoir très peur pour la fin, de pas trouver une fin à la hauteur, de trouver une fin bizarre, de trouver une fin rapide et bâclée. Et c'était pour moi une des meilleures fins possibles. Kirkman, il s'est pas trompé. T'as notamment à la fin du tome 16 une petite, pas une petite interview, mais t'as Kirkman qui écrit quelques pages pour expliquer comment il a écrit la série, comment il la voyait au début, donc c'était vachement intéressant, ça je l'ai bien lu. Du coup, je suis encore plus content d'avoir acheté le 193 à l'époque quand il était sorti, parce que personne ne savait que c'était la fin. Il était dans le catalogue previews avec le 194 et le 195 dans les mois après, et en fait, quand le 193 est arrivé en boutique, Kirkman il était en mode bah en fait c'était la fin et il explique justement à la fin du tome 16 pourquoi il a fait ça. En fait c'est drôle parce que je crois que j'ai beaucoup plus de trucs à dire sur cet épisode 193 qui est le tout dernier épisode avant lequel il y a une ellipse, donc il est un petit peu séparé. J'ai plus de choses à dire là-dessus que sur les 2 tomes entiers, ce qui est assez ouf. Ce que je peux dire sur les 2 tomes, c'est qu'il y a un arc qui s'est ouvert assez rapidement et qui du coup est fermé rapidement avec la Confédération, qui est un autre groupe qui s'est constitué globalement. T'as eu beaucoup de questions politiques sur comment rebâtir la société, est-ce que le groupe de Rick doit fusionner avec eux, est-ce qu'ils doivent prendre d'assaut ce groupe-là et les diriger, tu vois, t'as eu un peu toutes ces questions-là. T'as eu un cliffhanger dedans qui m'a retourné. Non. La fin est Wayne's Comics Approved, vraiment, je peux que vous la conseiller. J'ai eu très peur pour la fin, vraiment. J'aurais eu un giga seum si la fin avait pas été à la hauteur, mais elle l'est, à mon sens elle l'est.
J'ai quand même vu quelques personnes, bon, comme d'hab, tu vois, ça peut pas convenir à tout le monde de toute façon. J'ai vu quelques personnes qui disaient que la fin ne leur convenait pas, ce que je peux comprendre. C'est totalement ce que j'attendais en fait. Je pense pas avoir eu trop d'attentes non plus, parce que c'est quand même compliqué de savoir où Kirkman veut t'emmener. Mais si tu m'avais donné les clés de Walking Dead, je pense que j'aurais fait le même genre de fin. Maintenant que j'ai fini, j'ai encore un tome de Walking Dead à lire, qui est Walking Dead l'étranger, qui est un spin-off, donc on pourra un peu étendre l'univers. Elle a quand même des défauts, hein, bien sûr. À mon sens, le dessin est très compliqué quand même, mais je vous en ai parlé plein de fois dans les vidéos lecture. T'oublies les dessins parce que t'es juste porté par l'histoire. Je trouve ça quand même très étonnant de pas en avoir entendu plus parler que ça à la fin et de jamais m'être fait spoiler. Donc GG à moi là-dessus. Et puis si vous avez pas encore commencé, bah je vous invite à commencer. Et GG à vous si vous êtes pas spoilé. Messieurs, dames, on peut enfin passer à la VO. Un paquet un peu conséquent. Dans ce paquet, j'ai notamment terminé une série. Sachant que ça prend là, il y a quasiment, ouais, il y a un mois et demi de VO parce que j'ai lu peut-être 10 épisodes en 2 jours, là, juste avant de tourner. Globalement, on continue toutes les séries dont vous avez l'habitude d'entendre parler sur cette chaîne. Première série que j'arrête, c'est la série Magic. J'ai lu les 3 premiers numéros. Alors, c'est une série vraiment très cool. Je suis pas assez passionné par le lore de Magic pour lire cette série à fond. Et puis voilà, juste j'ai pas été suffisamment porté par la série, même si l'histoire a des qualités. Les dessins sont très bons, y a pas de problème. J'ai vraiment rien à dire de méchant sur cette série. Juste, elle m'a pas assez intéressé. Et je préfère mettre mon argent dans d'autres séries que dans ça. Maintenant, parlons d'une série que j'ai terminé. Et oui, je vous en ai parlé plusieurs fois et je vous en ai notamment parlé la semaine dernière parce que j'ai acheté les derniers numéros et je les ai lus entre temps pour la terminer la série. C'est Proctor Valley Road, série chez Boom, scénarisée par Grant Morrison en 5 numéros. Globalement c'est quoi? Tu suis un groupe de jeunes filles qui se font chier dans leur patelin, c'est un peu ça, et qui, pour se faire de l'argent, veulent organiser des spook tours, des tours de villes fantômes sur une route à côté de chez eux où il a été rapporté qu'il se passait des trucs. Et donc elles se sont dit, venez on pique un van et on va voir. Alors c'est très surnaturel, c'est vraiment un gros mix entre Scooby-Doo, Stranger Things et ça, tout en mêlant un dessin très enfantin, je vais vous montrer quelques planches. Le style va clairement pas convenir à tout le monde, mais on est globalement sur ce genre de design. Et en fait ça passe parce que t'as vraiment ce côté enfantin. Le seul problème avec cette série, c'est qu'en fait ça pourrait être écrit par n'importe qui d'autre que Grant Morrison, tu le saurais pas. T'as aucun sale bail dans la série qui fait que tu te dis, ah ouais ça c'est Grant Morrison. Rien. 5 numéros c'est quand même assez court, en vrai. La série avait quand même une bonne dynamique. Chaque épisode avançait bien dans l'histoire, c'était assez cool. Par contre, la fin est tellement rapide. En vrai, je regrette pas du tout de l'avoir lu, c'était une bonne série, c'était assez sympa. Je vous la recommande si vous êtes curieux de l'histoire. Maintenant, si vous avez autre chose à lire, voilà. Vous pouvez lire autre chose. C'est pas déterminant. Passons à une série qui m'a beaucoup intrigué quand c'est sorti, notamment grâce à ses covers, et je vous en ai parlé, est-ce que c'était la semaine dernière? Je ne sais pas. The Nice House on the Lake. Mon dieu, quelles sont creepy ces couvertures. Alors là, comme ça, tu te dis, ouais, c'est une grosse série d'horreur. Et c'est peut-être même présenté comme une série d'horreur, j'ai pas regardé les descriptifs, mais à mon sens, c'est pas de l'horreur, c'est de la SF, c'est un peu un truc dans la sauce La Guerre des Mondes. Parce qu'en fait, tu vas suivre l'histoire d'un groupe de personnes qui se font contacter par un ami commun, donc c'est des potes de fac, en fait, et cet ami leur dit, j'ai un pote qui m'a prêté une villa là-bas, là, pendant quelques jours, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, si vous voulez qu'on se fasse une petite réunion entre amis, machin, bah on se fait ça. Il leur envoie un mail où tout est prêt, en mode... Voilà la date, voilà le plan pour y aller, voilà le taxi, l'avion, tout ça. Tout est prêt, donc il les incite un peu à venir quand même. Et dans ce groupe de potes, t'as une meuf qui est invitée, qui est le personnage principal de la série. Et en fait, cette meuf, le mec en question le connaît pas forcément. Ils se sont rencontrés une fois dans un bar, et elle est invitée avec ses potes de fac. Tu vois, c'est un peu, tu te dis, c'est un peu bizarre. C'est chiant, je puisse pas vous le dire, parce que c'est le plus gros spoiler, mais en même temps, c'est ce qui lance la série. À la fin du numéro 1, il se passe un truc, en dehors de la villa, qui fait qu'ils sont piégés dans la villa, en gros, dans l'espace, pas dans la maison en elle-même, mais dans l'endroit où il y a la villa. Et ils vont faire le tour de la villa parce qu'ils ont plus que ça à faire. Et ils vont découvrir des pièces cachées, ils vont découvrir voilà, des choses un peu étranges. C'est une grosse série d'enquêtes. En fait, cette série elle me fait penser aux jeux mobiles où, tu sais, t'as des environnements et tu cliques sur les routes pour aller voir. Moi, je jouais à ces trucs-là. Où tu cliques sur les objets pour voir s'ils peuvent faire des trucs. Ça me fait vraiment penser à ces jeux-là. C'est vraiment pas de l'horreur. En tout cas, pas pour le moment. Au niveau de l'équipe créative, scénarisée par James Tynion IV, évidemment, et dessinée par Alvaro Martinez Bueno. Vous voyez que le style, bon, il est un peu marqué, mais en vrai, c'est assez sympa. Ça, quand t'as le côté anxiogène de l'histoire, le dessin, il fait le taf, tu vois, c'est bon, c'est ok. Et donc, il y a le mec en question, alors je crois qu'il s'appelle Walter. T'as le pote commun en question, et on sait tous que quand les persos ont des lunettes comme ça, c'est jamais bon signe. Pour vous montrer le penchant un peu thriller, horrifique, avec vraiment des grosses guillemets, et le côté SF surtout, t'as ce genre de pages qui sont assez perturbantes. Vraiment, je vous invite à vous renseigner dessus. J'imagine que ça sortira en VF parce que c'est une série d'ici Black Label. J'ai le numéro 3 à lire d'ailleurs, donc j'ai hâte de lire ça. Bon, on va peut-être parler de la grosse déception de ces derniers mois. Berserker. Faut qu'on en parle. Qu'est-ce que cette série est lente! En fait, c'est terrible parce qu'il se passe rien dans cette série. Globalement, l'histoire, c'est un mec qui est surhumain, qui a une force surhumaine,
et qui est vraisemblablement immortel, et le gouvernement fait des recherches sur lui, mais avec son consentement si tu veux, pour un peu éclaircir son mystère, de savoir pourquoi il est comme ça, est-ce qu'il peut mourir parce que le mec en a juste plein le cul, et plus que centenaire, et il cherche un moyen de s'échapper de sa condition. Il t'explique ça, 3 numéros d'affilée, et t'es en mode, c'est bon quoi, on a compris. Il se rappelle être né à l'époque, alors on sait pas trop, c'est pas homme des cavernes, mais c'est peut-être viking, mais avant l'ère viking, où le mec est juste une arme vivante, il se pose des questions sur son existence. Sauf que ça n'avance pas. J'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont lâché la série, tellement c'était chiant. Il est vrai qu'il se passe pas grand chose. Le style de dessin en plus de ça, on a vu mieux, on va pas se mentir qu'on a vu mieux, hein. C'est très bourrin. Pour vous montrer des pages, voilà typiquement ce qu'on peut trouver dans la série. C'est très brut, c'est très bourrin, il y a du sang partout. Je vous laisserai juger quand ça sortira en VF, ça sortira chez Delcourt. Voilà, typiquement un truc bien sanglant. Et en vrai, j'étais un peu content pour Boom qu'ils aient réussi à décrocher un contrat comme ça, parce que tu te dis, c'est quand même un événement pour un petit éditeur. Je vais peut-être essayer au moins le 4 et le 5, et si au 5, je vois que ça démarre pas, j'arrête quoi, parce que faut avancer au bout d'un moment. Mais après, on enchaîne que sur des bonnes séries, sur 3 séries absolument excellentes, dont je vous parle absolument tout le temps. Première série, Noctera, numéro 5 et 6 de Noctera. Alors pour le moment, je vais être très honnête, le 6 c'est peut-être, c'est pas le moins bien, mais c'est le moins dynamique et c'est le moins passionnant. Ils sont tous très passionnants et il est intéressant aussi, mais c'est moins passionnant. Ça sort aussi en janvier chez Delcourt. Delcourt, mec, ils font de ces acquisitions, putain, je les aime trop. Donc cette série où le soleil a disparu, et quand tu restes dans l'ombre trop longtemps, tu deviens un monstre mutant dégueulasse. En fait, jusque-là, on nous avait développé le fait que les humains étaient dans la merde, et que les monstres juste cherchaient à les bouffer, ce qui est vrai. Dans le numéro 5, on nous offre potentiellement un échappatoire à ça et une solution. Et donc dans le 6, il y a le déroulement de ça. Évidemment, ça va pas être si simple que ça, vous vous en doutez. Sauf qu'en fait, il nous développe un truc que moi, j'attendais pas. Vis-à-vis des monstres, vis-à-vis des gens qui mutent et qui deviennent des ombres, je crois ils appellent ça, qui est en vrai assez intéressant et j'ai hâte de voir sur quoi ça va dérouler. À la fin du numéro 6, on est notamment laissé sur cette page absolument trop cool où on aperçoit le méchant de la série, qui est quand même très mystérieux. On sait qu'il chasse les persos principaux. On n'a pas vraiment, enfin, on a un peu ses motivations, mais sans plus, parce que les motivations des persos principaux, c'est de sauver la Terre. Donc tu te demandes en quoi il aurait intérêt à ce que la Terre ne soit pas sauvée. Qu'est-ce que j'aime cette série, quoi. Scott Snyder, Tony Daniel, c'est trop bien. On enchaîne avec une autre série dont vous avez probablement entendu parler, qui n'est pas encore annoncée en France. Ça m'étonne. Peut-être parce que le TP n'est pas sorti. Geiger, je vous en ai parlé tout le temps, vous en avez sûrement entendu parler. D'ailleurs, il me semble que je vous ai pas montré beaucoup de pages, donc je vais corriger cette erreur de suite. Dans Geiger, on suit Tariq, qui, de nos jours, au moment d'un holocauste nucléaire, s'est pris les radiations et qui est devenu Geiger, qui est devenu un mec résistant aux radiations. En fait, c'est une pile nucléaire sur pattes. Et donc, logiquement, après un holocauste nucléaire, la Terre est juste ravagée. Et en fait, on se retrouve dans un monde à la Fallout. C'est clairement ça. T'as la plupart des personnes qui vivent dans des cités. Donc t'as le royaume de Las Vegas. T'as un plan au début de la série qui t'explique un peu la géographie du pays. Et nous, notamment, on suit l'histoire du royaume de Las Vegas. Et du roi. Tu vois, le jeune péteux fils de la reine et tout. On suit ce genre de roi qui veut aller chasser Geiger pour asseoir son règne. Il a déjà fait faire des peintures de lui terrassant le monstre. Tu vois, t'as tout ce truc extravagant. Comment vous dire que les dessins de Gary Frank, ils sont insane. T'as les scènes de combat qui sont toujours explosives. Et ce que j'adore avec cette série, ce qui est un penchant que je ne pensais pas trouver, avant l'explosion, t'as sa famille qui a réussi à s'enfermer dans le bunker. Et en fait, depuis le début, il est devant le bunker et il protège. Il protège des pillards, il protège de tous les gens qui pourraient vouloir ouvrir le bunker. C'est quelqu'un qui est plein d'amour, il est juste dévoué à ça, à sa mission. Le mec est plein de compassion, et cette compassion, on lui rend pas spécialement dans la vie. Et je trouve que tu t'attaches rapidement à lui. Et très rapidement, ce personnage, il est collé à des enfants qui sont dans la panade, et qui va aider. Il y a vraiment un rapport parent-enfant dans leur relation, qui est vraiment touchant. Et cette série, elle a un potentiel infini, je trouve. Ça pourrait être potentiellement le prochain Spawn-like, un truc très long. Je verrais vraiment un arc extrêmement long pour ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Et si vous n'avez pas encore été convaincu par tout ce que je vous ai dit sur la série, essayez, juste essayez. Il y a le TP qui sort, il y a le TPB anglais qui va bientôt sortir. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Nigmato va probablement l'avoir, parce que franchement, pour le prix que ça coûte, ce serait dommage de passer à côte. Pour conclure sur cette vidéo, messieurs dames, on va parler d'une série qui est juste mon top 1 de cette année, que j'aime de tout mon être, vraiment. The Department of Truth. Oh putain de merde. 4 épisodes, donc faut qu'on parle. 4 épisodes. Ce qui était vachement cool, c'est que là, sur les 3 épisodes, le 9, 10, 11, c'est la même histoire. On approfondit grandement le monde dans lequel on est, c'est-à-dire le monde où, quand les gens ont une forte opinion, cette opinion vient à la vie. Et là, dans ces 3 épisodes, on va surtout parler du Bigfoot. Parce que, apparemment, c'est un vrai truc aux US, je savais pas. Il y a vraiment des gens qui passent leur vie à chasser le Bigfoot. Parce que la plupart des trucs qui sont abordés dans les épisodes, c'est tiré de la vie réelle. Comme dans le premier épisode avec les platistes, tout ce genre de choses. On va vraiment en apprendre beaucoup sur comment ça marche, parce qu'on te détaille un peu plus le paradigme. Ça reste quand même très flou en mode, dès que les gens croient un truc, ça existe, mais à quelle puissance, combien de personnes faut, t'as beaucoup de questions qui se posent.
pour un peu te poser la crédibilité d'un postulat. Et du coup, merci, j'ai appris grâce à vous que Urban va le publier en janvier. C'est ouf. Et dans les derniers épisodes, je me suis dit qu'ils sont dans la merde pour publier ces épisodes-là. Dans le premier tome, il y aura que les 5-6 premiers, donc ça ira. Mais dans ces numéros-là, t'as beaucoup de lettres. Des lettres qui sont scannées et écrites à la main. Mais tu te dis, putain, ils vont trop en chier, faut tout réécrire, faut tout... Oh la vache. Et à la fin, on conclut ça, t'as quand même beaucoup d'émotions, parce que tu suis un personnage qui chasse le Bigfoot sur les 3 numéros, et tu vois donc les lettres en question, ce sont des lettres qu'il a laissées à ses enfants, parce qu'il a sacrifié sa vie pour ça, parce que c'est sa passion, et que personne ne comprenait, et du coup il expliquait pourquoi il aimait ça, et pourquoi il arrêterait jamais, et ça a sacrifié ses relations familiales, donc à la fin t'as une petite conclusion qui est quand même assez touchante, parce que le mec tu le suis depuis 3 numéros, et dans le 12, là on passe la 3e, on a un personnage qui est collé au personnage principal depuis le début, le mec est pas net, tu le vois, tu le dis, genre le mec est en plein cœur de la machination du département, tu te dis, lui il y a un truc qui va pas, lui c'est sur sa gueule, c'est sûr, et donc c'est le cas, et on va enfin... visiblement en apprendre plus sur les méchants. T'as une organisation qui est opposée au département qui s'appelle Black Hat, qui sont censés faire chier le département. Tu sais pas vraiment leur motivation, t'en sais pas beaucoup sur eux. Et on va enfin en apprendre plus parce que là c'est à la fin du numéro, c'est en mode là on y va. J'adore cette série, j'aime trop cette série vraiment. C'est une série qui a été très ballsy au début d'un point de vue politique. On a peut-être dit à James calme-toi s'il te plaît parce que t'as des numéros genre tu te dis mais c'est ouf qu'ils aient pas eu de problème quoi. Mais c'est pareil, cette série a tellement de potentiel, tu peux faire tellement de choses. J'ai pas envie qu'elle s'arrête cette série. J'ai envie de la lire toute ma vie parce que tu peux imaginer plein de trucs. Bon, vous devez connaître le style de Martin Simmons avec le temps. Tu vois, en cherchant les pages, je trouve que c'est quand même un peu plus détaillé qu'au début. C'est moins baveux, c'est moins peinture. Ça fait quand même un peu plus dessin. Et quand je vous parlais des pages qui sont écrites à la main et que Urban va en chier pour les adapter, je parlais de ça. Voilà. C'est littéralement écrit et c'est littéralement des pages entières comme ça. En fait, il y a un côté appréciable dans la série parce que le personnage principal, bah t'es aussi perdu que lui en lisant. Parce qu'il est intégré au département, mais il connaît rien. En fait, c'est un bleu et on lui apprend. Et c'est le personnage principal, mais il est pas central. Et t'as plein de gens autour de lui, notamment Lee Harvey Oswald, qui dirige le département. Donc, je vous laisserai faire vos recherches. Bah, il y a plein de gens autour de lui qui le guident un peu et qui lui expliquent. Notamment dans les premiers épisodes. En fait, c'est trop lent. Je suis en mode, j'ai juste envie de lire la suite. J'ai envie de savoir. Ça va clairement pas plaire à tout le monde, ce dessin-là. J'en suis totalement conscient. Maintenant, l'histoire est tellement à un autre level. L'histoire est tellement perchée mais dans le bon sens que je pense, au moins pour le tome 1, essayez, donnez-y au moins un petit coup d'œil. L'histoire est tellement passionnante que tu arriveras à passer au-delà de ça si t'es vraiment investi et si t'es vraiment intéressé. 5 étoiles pour James, hein, parce qu'en ce moment il fait un putain de taf. Entre The Nice House on the Lake et tout, le mec il taffe. Hein. L'autre jour je me disais, comme il y a Olivier Coipel et Liber Mero qui sont venus en France, j'espère qu'un jour il viendra pour des dédicaces. J'irai direct. S'il vient, j'y vais direct. Voilà tout le monde pour ces lectures de 1 mois et demi, de beaucoup, de très beaucoup, hein. J'ai beaucoup lu quand même. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu récemment, vous me partagez toujours un peu vos lectures sur Insta, j'apprécie beaucoup. Donc déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et sur Twitter. Et puis voilà, dites-moi ça en commentaire, je serais quand même assez curieux, peut-être que ça me fera des futures idées de lecture, comme si j'en avais besoin, putain.